Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Corse, l'exécution de François Santoni, figure historique du mouvement nationaliste, bouscule le processus de Matignon. Très nombreuses réactions politiques après l'assassinat à la fin d'une noce de François Santoni, qui est tombé sous les balles de tueurs qui ne lui ont laissé aucune chance. Nouveau développement dans l'enquête sur le meurtre de Karine. Le principal suspect a été mis en examen pour viol, suivi, précédé ou accompagné de meurtre. Quant à sa compagne, elle a admis cette fois-ci être revenue sur les lieux où a été retrouvé le corps. La plainte du premier patient français contre le groupe allemand Bayer. L'homme prenait un médicament anticholestérol aux effets secondaires dangereux. Au total dans le monde, plus de 50 décès auraient été provoqués par ce produit. Le gros de l'actualité de ce vendredi est donc dominé par l'assassinat de François Santoni, pris au piège la nuit dernière dans un petit village de Corse du Sud, alors que le leader nationaliste quittait un mariage. Une opération de professionnels. Les tueurs auraient, selon les premiers éléments de l'enquête, agi à pied, non pas d'une voiture, comme il a été dit au long de cette journée. Un véritable guet-apens, un an pratiquement jour pour jour après l'exécution de son ami Jean-Michel Rossi. Ensemble, ils dénonçaient depuis plusieurs années les dérives mafieuses de leurs anciens amis nationalistes. François Santoni s'était dit à de nombreuses reprises menacé depuis sa rupture avec le mouvement indépendantiste. Le déroulement des faits avec Joël Briandet et Alain Locaccio. Sur le bord de la route qui mène à l'église, une petite croix et un bouquet de fleurs. Seule trace encore visible du drame qui s'est joué ici la nuit dernière. La plupart des habitants de Monicia n'ont pas dormi. Choqués, ils n'en finissent pas de revoir le film des événements. C'était une belle fête. Il y avait les enfants partout là qui couraient. Donc, moi ça me donne la chair de poule. La journée avait pourtant bien commencé. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour célébrer le mariage de l'entrepreneur du village. François Santoni est alors un convive parmi les convives. Il est 1h du matin lorsque le nationaliste corse quitte la fête. Il n'arrivera jamais jusqu'à sa voiture. Caché derrière un muret de pierre, 2 tireurs ouvrent le feu avec un fusil d'assaut Kalachnikov. François Santoni s'écroule, 13 balles dans le corps, 2 dans la tête. Le marié qui était à ses côtés est lui blessé à la jambe. Pour les enquêteurs, c'est du travail de professionnel. Bien évidemment, il s'agit d'une exécution. Et maintenant, tout le travail des enquêteurs, c'est de reconstituer, de déterminer qui a fait quoi, qui était présent, quels tirs ont pu avoir lieu, d'où viennent ces tirs, etc. Sur le pare-brise de la voiture de l'ancien leader de la Concolta, le nombre d'impacts témoigne de la violence de l'assaut. François Santoni se savait menacé depuis la mort, il y a 1 an, de son ami Jean-Michel Rossi. Il était le plus souvent accompagné de ses 2 gardes du corps. La nuit dernière, ils ont bien tenté de riposter, mais en vain. À quelques kilomètres à peine de Monicia, le village des Santoni, dans les rues désertes, le deuil et la colère. Et nous retrouvons Joël Briandet en direct de Monicia de Anne. Joël, que sait-on ce soir du clan Santoni à 48 heures maintenant des obsèques qui seront organisées par la famille? Eh bien, le petit village de Iannuccio, dont vous venez de voir quelques images, c'est là précisément que s'est retranché le clan Santoni. Cet après-midi, nous nous sommes rendus sur place, mais hors de question d'y aller avec une caméra. Nous avons simplement pu discuter dans la maison de François Santoni avec son père, qui nous a dit qu'il organisait les obsèques de son fils, des obsèques qui effectivement auront lieu vraisemblablement dimanche à 16 h. Parallèlement, l'enquête confiée à la Division nationale antiterroriste, la DNAT, a débuté. Plusieurs proches de François Santoni sont d'ailleurs toujours actuellement entendus dans les locaux du SRPJ d'Ajaccio. Une enquête qui progresse essentiellement grâce à la découverte tôt ce matin d'une voiture volée puis incendiée, qui pourrait être la voiture utilisée par les assassins. Merci Joël Briandet. Haute figure du mouvement nationaliste, François Santoni était un fervent activiste jusqu'à ces dernières années où, à sa sortie de prison, il avait commencé à prendre ses distances, un certain recul avec la mouvance indépendantiste, l'accusant de s'allier avec le grand banditisme. François Santoni ne cachait pas avoir du sang sur les mains. Ces derniers temps, il affirmait que la violence n'était plus la solution en Corse, mais en même temps, tout laisse à penser qu'il avait un rôle prédominant dans Armata Corsa, groupe clandestin qui s'était opposé au processus de Matignon, revendiquant de nombreux attentats. Portrait de cet homme que l'on avait surnommé l'Iguane, Valérie Hermite.
La mort, François Santoni l'a toujours côtoyé. Il y a un an, presque jour pour jour, il enterrait son ami Jean-Michel Rossi, autre figure du nationalisme corse. Une mort qu'il s'était juré de venger, n'oubliant jamais que son temps à lui aussi était compté. François Santoni savait qu'il était menacé, que ça n'était qu'une question de mois, peut-être même de jours, en tout cas d'opportunités pour ses nombreux ennemis. Vous vous sentez menacé aujourd'hui ou pas? Menacé, je le dis depuis pas mal de temps et chacun de vos confrères. Menacé, ça fait plus de 10 ans maintenant que je vis dans ce truc-là, dans ce système. J'essaie de le vivre aussi bien que possible, aussi naturellement que possible. Ce qui arrivera, arrivera. Hein. En 1995, Santoni échappe à un premier attentat dans lequel son ami Stéphane Gallo trouve la mort. Il est à cette époque l'un des patrons d'Aconculta, vitrine légale d'un des mouvements clandestins. Mais il est aussi l'un des leaders très influents du FLNC Canal Historique. Lors de la conférence clandestine de Tralanca, il est assis à la table des chefs. Milieu des années 90, c'est la toute-puissance de Santoni, devenu l'un des interlocuteurs incontournables des négociations avec Charles Pasqua puis Jean-Louis Debray. Fin 96, les négociations achoppent, la réaction est immédiate. Une charge endommage la mairie de Bordeaux, celle d'Alain Juppé, Premier ministre. Décembre 96, c'est aussi le retour en prison. Soupçonné dans l'affaire du golfe de Spérone, dans laquelle sa compagne Marie-Hélène Mattei est arrêtée, il se rend. Ce sera le début de son déclin. Entre-temps, Charles Pieri, autre leader nationaliste, a pris le dessus. Les deux hommes finiront par se haïr. À sa sortie de prison en 98, Santoni est déjà un homme isolé. Un isolement qu'il va rompre bruyamment avec la sortie de son premier livre, dans lequel il dénonce les dérives mafieuses des nationalistes. Son moteur, c'était la politique. C'était vraiment, quasiment, c'était devenu sa raison de vivre, sa raison d'être. Il aspirait à faire son retour sur la scène politique nationaliste dans l'île. Il avait créé des cercles de réflexion et il comptait sur son dernier livre pour se faire un tremplin et revenir sur le devant de la scène à la rentrée probablement. Chose que beaucoup de gens ne devaient pas apprécier ou voir d'un très bon œil. François Santoni habitait Paris où il sortait souvent seul, mais toujours armé. À l'approche de la date anniversaire de la mort de Jean-Michel Rossi, il avait récemment confié qu'il savait que l'été serait difficile. Avant d'en venir aux très nombreuses réactions politiques qui mettent bien souvent à rude épreuve le processus de Matignon, voyons d'abord en Corse même comment a été ressenti cet assassinat. Toute la question étant maintenant de savoir quelle sera l'attitude des compagnons de Santoni avec une possible réplique qui provoquerait une nouvelle escalade de la violence. Nathalie Jourdan et Virgile Lado. Les Corses s'étaient pris à espérer. Au début des années 90, les règlements de compte politiques entre nationalistes avaient fait 20 morts en 3 ans, puis les armes s'étaient tues jusqu'au 7 août 2000. Ce jour-là, Jean-Michel Rossi, l'ami de François Santoni, est abattu à l'île Rousse. Aujourd'hui, c'est Santoni qui tombe. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Ça vous touche ? Vous savez, chère madame, on a assez comme ça des nôtres, nous on ne s'occupe pas de ça. Les nationalistes ont réagi par voie de communiqué. Jean-Guy Talamoni, chef de file de Corsica Nation, condamne l'assassinat de François Santoni et appelle tous les nationalistes au sens de la responsabilité. La NCL craint pour l'évolution politique dans l'île. Pour le maire d'Ajaccio, c'est la réconciliation des Corses qui est en péril. Cet assassinat fragilise certainement la réconciliation des Corses et l'avènement en Corse d'une ère de paix et de démocratie. C'est la raison pour laquelle nous la condamnons avec fermeté et nous appelons au sens supérieur de responsabilité de façon à ce qu'on s'interroge car toute forme de violence est négative dans tous les pays et ici plus qu'ailleurs. Les amis de François Santoni préfèrent garder le silence. En Corse, on ne parle pas d'un mort le jour de son décès. Mais certains sur l'île craignent ce soir que l'heure des représailles ne soit que repoussée. Et en direct d'Ajaccio, nous retrouvons Nathalie Jourdan. En fin de journée, les résultats de l'autopsie ont été communiqués. Que sait-on des circonstances de l'assassinat plus précisément ?
Béatrice, ce soir, d'après les premières observations, sur la quarantaine de balles tirées par un fusil d'assaut de type Kalachnikov, 13 ont atteint François Santoni. Selon le parquet d'Ajaccio, 2 projectiles l'ont touché à la tête, provoquant une mort immédiate. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si François Santoni a été victime d'un ou plusieurs tireurs. Par ailleurs, les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une riposte. Un impact de balles de calibre différent a en effet été relevé sur une voiture en stationnement. L'angle de tir pourrait confirmer l'hypothèse d'un échange de coups de feu. Merci de ces précisions, Nathalie Jourdan. Pas un parti, pas un homme politique qui n'ait commenté aujourd'hui l'exécution de François Santoni, un acte sanglant qui pourrait déstabiliser tout le processus de paix en Corse. C'est le point de vue de Jean-Pierre Chevènement qui ne mâche pas ses mots et enterre purement et simplement les accords de Matignon. Du côté de l'opposition, belle unanimité pour demander au gouvernement de Lionel Jospin de suspendre la politique de dialogue avec les nationalistes. Alix Bouillaguet. C'était il y a 1 an et demi. Autour de Lionel Jospin, les élus corses. Une première réunion qui donne officiellement le coup d'envoi du processus de Matignon. Objectif, doter l'île d'un nouveau statut d'ici 2004. Un homme n'est pas autour de la table, l'indépendantiste François Santoni. Si aujourd'hui la classe politique condamne vivement son assassinat, les conséquences de cet événement ne sont pas perçues de la même manière. Ce matin, dans un communiqué, Daniel Vaillant, au nom du gouvernement, a estimé que la seule voie pour la Corse est de poursuivre avec la plus grande détermination et de réussir le processus engagé par le gouvernement. En clair, pour l'État, le texte de Matignon s'impose toujours. Le processus de Matignon est un processus qui est, me semble-t-il, la seule solution possible sur le moyen et le long terme. Qu'est-ce que c'est que le processus de Matignon? C'est donner plus de responsabilités aux Corses pour en finir avec la violence. C'est à cause du dossier corse que Jean-Pierre Chevènement a démissionné il y a 1 an. L'assassinat de François Santoni, c'est pour lui la preuve que le gouvernement a échoué. Cet assassinat montre que le processus de Matignon, de surenchère en surenchère, n'aboutit pas à la fin de la violence, bien au contraire. Chacun le sait, les indépendantistes veulent l'indépendance. Par conséquent, tant qu'ils n'auront pas atteint cet objectif, ils multiplieront les actes de terreur. Le RPR, par le biais de son porte-parole Patrick Devedjian, a aussitôt remis en cause le processus, même réaction à l'UDF. Alors qu'on attendrait de l'État une preuve d'autorité sereine, mais d'autorité, de fermeté, on voit de la part du gouvernement Jospin la manœuvre, la compromission, la lâcheté. Et je crois que ce qui vient de passer aujourd'hui est la sanction du processus de Matignon. Même si politiquement le processus de Matignon semble une nouvelle fois affaibli, sa route parlementaire continue. Le texte sera examiné au Sénat en novembre prochain. Nul ne peut dire ce soir si la disparition de François Santoni est celle d'un gêneur ou si plutôt son exécution est l'étincelle qui rallumera un peu plus la guerre entre les différentes mouvances nationalistes qui continuent de s'opposer dans l'ombre. Olivier Caroff. Qui veut tuer qui? La question flottait déjà, insidieuse, sur les dernières journées de Corté, le grand rassemblement des nationalistes. Leur principal représentant, Jean-Guy Talamoni, venait de recevoir à domicile un colis piégé. Ça ne vient pas de chez nous, il n'y a pas de dissidents, et il n'y a pas de gens assez fous chez nous pour faire ça de toute façon. Un deuxième paquet explosif était destiné à Marie-Hélène Mattei, avocate et ancienne compagne de François Santoni, en rupture totale avec lui. Facile alors de soupçonner celui-ci, ce sera sa dernière interview. Si on a envie d'assassiner Jean-Guy Talamoni, eh bien qu'on évite d'assassiner Marie-Hélène Mattei pour me faire porter le chapeau. Un coup tordu de plus. Dans la famille nationaliste officiellement recomposée, l'ambiance est à la suspicion. Derrière le chef de file, Jean-Guy Talamoni, un groupe d'élus, Corsica Nazione, un parti structuré, Indipendenza, un bras armé unifié, le FLNC. Seul gêneur, François Santoni et son groupuscule, Présence Nationale. La présence de François Santoni, on la soupçonne aussi sous les cagoules d'Armata Corsa. Créé en juin 1999, ce mouvement clandestin a revendiqué une vingtaine d'attentats. François Santoni a toujours nié en être l'inspirateur. Mais en mars dernier, Armata Corsa dépose une voiture piégée à Paris. Et les revendications sont mot pour mot identiques à ce que réclame François Santoni. Que l'État fasse toute la lumière sur la mort de son ami Jean-Michel Rossi. François Santoni assassiné à son tour, est-ce la fin d'Armata Corsa
ou le début d'un nouveau cycle de violence? Désormais, c'est cette question-là qui plane, menaçante. Venons-en maintenant aux nouveaux développements judiciaires concernant le meurtre de la jeune Karine dans des conditions encore incertaines. Aujourd'hui, Stéphane Kraut, le principal suspect, a été mis en examen pour viol, suivi, précédé ou accompagné de meurtre. À ces nouvelles charges s'ajoutent les déclarations surprises de sa compagne qui a été laissée en liberté. Christine Beauce et Sylvain Gauthier. Péroline est repartie libre et sans doute soulagée du tribunal de Sarreguemines après 3 heures de confrontation avec son concubin. Tout a commencé à 9 h ce matin avec l'arrivée de Stéphane Kraut sous les huées d'une 50aine de badauds massés aux abords du palais de justice. Haine, colère et émotion des habitants de la région sous le choc des révélations sordides sur les conditions de la mort de Karine. Une journée décisive pour celui qui était jusque-là mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort, car depuis 8 jours, sa compagne l'accuse du viol et du meurtre de Karine. À son tour, Stéphane Kraut a accusé Péroline d'être revenu avec lui sur les lieux de l'incinération pour faire disparaître toute trace. De mensonges en déclarations contradictoires, l'objectif de cette confrontation pour le juge d'instruction Vincent Raffray était de démêler le vrai du faux. Une opération vérité qui aura duré 3 heures. À midi, Stéphane Kraut quitte le tribunal, mis en examen pour viol et meurtre, mais avec à la clé un ultime rebondissement. Péroline a reconnu qu'elle était présente sur les lieux de l'incinération. C'est un poids difficile, dont il est difficile en tout cas de se libérer. Elle est retournée avec lui dans quel but? Elle est retournée... J'ai pas de déclaration à faire. Coup de théâtre ou énième rebondissement, la confrontation a permis d'entrevoir un début de vérité. Ce dimanche 22 juillet, après s'être débarrassé du corps de Karine dans la forêt près de Bitche, Stéphane Kraut regagne son domicile. Il se confie à Péroline en pleurant et de concert, va-t-on dire, il décide de retourner sur place pour faire disparaître toutes les traces. En ce qui concerne le viol, elle est revenue sur ses déclarations et a affirmé qu'il ne lui avait jamais parlé de viol. Alors pourquoi l'a-t-elle inventé ? Accident ou meurtre, il faudra à présent attendre les résultats définitifs de l'autopsie et d'autres éléments d'enquête pour déterminer dans quelles conditions la vie de Karine a basculé un dimanche de juillet. Au chapitre médical, le premier patient français soigné par un médicament anticholestérol a décidé de porter plainte contre le célèbre groupe allemand Bayer. Jusqu'à présent, plus d'une 50aine de décès avaient été observés de par le monde après l'absorption de ce produit également commercialisé en France. Le géant de la pharmacie se défend et considère toutes ces accusations comme infondées. Delphine Orviller et Carole Cuello. Jean-Luc prenait depuis 6 mois seulement du Colstat, un des 2 médicaments mis en cause. Mais rapidement sont apparues d'importantes douleurs musculaires. Aujourd'hui, il attend du laboratoire Bayer des réponses. Je veux que l'on me dise si les troubles dont je suis atteint sont liés, ce que j'ai tout lieu de croire en fonction de l'information donnée par le groupe Bayer lui-même, sont liés à la prise de ce médicament, et dans ce cas, si ces troubles sont réversibles ou irréversibles. Avec son avocat, il a donc décidé de porter plainte pour coups et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Ce que nous allons demander surtout, c'est d'abord la recherche à vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de santé publique et nous avons d'abord demandé au procureur de la République de bien vouloir ouvrir une instruction, car seule la puissance publique, face à un groupe multinational comme Bayer, a la faculté de mener une instruction, une enquête. Il s'agit de la première plainte déposée en France contre le géant pharmaceutique Bayer. Mais elle rejoint plusieurs centaines de recours juridiques déjà déposés en Allemagne et aux États-Unis. Les avocats des patients accusent Bayer d'avoir tardé à informer les malades sur les effets secondaires de ces médicaments. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes vivent avec une bombe à retardement. Cette bombe s'appelle ici Baycol ou Lycobay et son compte à rebours a commencé. La bataille juridique s'annonce longue. Bayer affirme ne pas avoir caché d'informations et avoir retiré ses médicaments dès la découverte des effets secondaires. Le retrait de ces produits concerne dans le monde près de 6 millions de personnes.
Dossier ô combien difficile, celui d'AOM Air Liberté, dont le comité d'entreprise s'est réuni une nouvelle fois aujourd'hui pour établir le plan social et ses modalités. Les syndicats ont tenté d'établir aujourd'hui la liste des départs volontaires. Claudine Gilbert et Bernard Connor. Derrière ces murs, syndicats et administrateurs judiciaires négocient d'arrache-pied. Impossible depuis une semaine de trouver un accord sur le plan de licenciement d'AOM Air Liberté. Seule avancée aujourd'hui, le nombre de départs volontaires. Déjà 500 personnes se disent prêtes à quitter la compagnie contre le versement d'une indemnité. Une cinquantaine de pilotes, 219 stewards et hôtesses déjà courtisés par Air France et 223 agents au sol. Pour eux, l'avenir semble plus incertain. J'ai bien peur que chez le personnel au sol, ça soit aussi un mouvement de ras-le-bol, c'est-à-dire des gens qui en ont marre de galérer dans cette entreprise et qui vont tenter leur chance ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens parmi les 223 personnes qui se sont portés volontaires au licenciement au sol qui aient retrouvé effectivement un travail. L'autre nouvelle de la journée, c'est l'annonce du versement par Swissair de 300 millions de francs. Un chèque très attendu par la compagnie, d'autant que 120 millions ont déjà été engloutis depuis le début du mois. Aujourd'hui, on sait donc que près de 500 salariés ont fait savoir qu'ils étaient volontaires pour quitter la compagnie. Ils avaient jusqu'à ce soir pour se prononcer. L'exemple de l'un d'entre eux qui a choisi de s'en aller pour tenter sa chance dans un tout autre métier. Florence Griffon et Philippe Jasselin. Ce sont sans doute ses derniers jours chez Air Liberté. Hervé contrôle la préparation et le chargement des avions. Plutôt que d'être licencié, il a choisi de partir librement après 7 ans de service. Bientôt, il travaillera peut-être dans la publicité. Je me porte volontaire parce que j'ai l'espoir de trouver quelque chose tout de suite derrière. Je veux toucher mes indemnités et m'en aller au plus vite. À 31 ans, il aurait pu postuler chez Air France, comme l'ont fait de nombreux collègues. Mais lui ne veut pas travailler chez les concurrents. Air Liberté, il y croyait dur comme fer. Désabusé, il a vu la compagnie sombrer presque sur chaque vol. Il va faire Paris-Toulouse avec 16 passagers, il va faire Toulouse-Paris avec 16 passagers aussi. Et il y a 157 sièges dans l'avion. Voilà. Est-ce que c'est rentable? Je ne pense pas. Des vols comme ça, il y en a peut-être une dizaine dans la journée. Ben voilà. On se demande pas où va l'argent, etc. Voilà, tout est là. Oui. Un découragement qu'il vit en famille. Julie, sa femme, travaille elle aussi à Air Liberté. À eux deux, ils gagnent 15 000 francs nets. Pour eux, cela ne suffit plus. On va avoir le deuxième enfant, on a du mal à boucler les fins de mois. C'est pas possible. On est en région parisienne. Vous voyez, il faut payer un loyer, il faut payer à manger. On a des crédits sur le dos. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. D'après ses calculs, Hervé devrait toucher 25 000 francs d'indemnité. Le sort de Julie sera probablement réglé à la fin de sa grossesse. C'est vrai que j'aimerais bien rester chez Air Liberté. J'aimerais bien. Si c'est possible. Le 22 août prochain, ils sauront en tout cas qui de leurs collègues sera licencié. En ce vendredi fin de semaine boursière, la très forte chute du CAC 40 qui atteint un nouveau record. La bourse de Paris a terminé en baisse de 2,16%. Sous la pression des marchés américains, le CAC 40 touche un des niveaux les plus bas de l'année. Les retours du 15 août marquent pour beaucoup la fin des vacances, avec une circulation plutôt chargée cet après-midi dans la vallée du Rhône, notamment sur l'autoroute A7. Bison Futé a classé cette journée orange, mais c'est demain que les automobilistes devront affronter les vraies difficultés. Comme d'habitude, bien sûr, les conseils de prudence, avec aujourd'hui déjà un grave accident. Vanessa Rouet. Image spectaculaire d'une collision entre 4 voitures cet après-midi sur la RN 141 à hauteur de La Rochefoucauld. De la tôle broyée, des blessés, mais aucun mort. Sous réserve de l'enquête de gendarmerie, il semble qu'un dépassement sur ligne blanche soit à l'origine de ce dramatique accident qui implique 4 véhicules et dont le bilan est très lourd puisqu'il y a eu 12 blessés, donc 5 blessés graves avec 3 blessés évacués par hélicoptère. Une cinquantaine de personnes mobilisées, 12 ambulances, 2 hélicoptères. Le dispositif d'urgence est impressionnant. Trop fréquentées, les routes nationales deviennent très dangereuses en cette période estivale.
Simplement, on peut recommander aux gens d'être prudents, de se reposer, de respecter surtout le code de la route, pas de dépassement intempestif, même si les véhicules sont plus lents devant, mais surtout garder une grande prudence, car nous ne sommes pas encore à la fin des vacances et je crois que nous risquons encore d'avoir ce type d'accident. Malgré les campagnes de sensibilisation et de nombreux contrôles routiers, les automobilistes ne lèvent pas le pied à leurs risques et périls. 2 ministres, rien que ça, dans les Hautes-Alpes, Jean Glavagnier et Laurent Fabius, ont visité une exploitation agricole qui a commencé à prendre ses dispositions pour basculer en douceur vers l'euro. Muriel Lassaga et David Bress. Ministres à la campagne ou en campagne. En pleine période de vacances, Jean Glavagnier et Laurent Fabius sont venus rendre visite à Maryse, éleveuse de lapins dans les Hautes-Pyrénées. Comment on reconnaît une jolie lapine? C'est l'œil du pro. Non, parce qu'elles sont toutes mignonnes. Hein. Pour connaître les honneurs de la République, il faut, comme Maryse, se convertir à l'euro. Depuis 1 an, cette agricultrice s'est équipée d'un logiciel pour saisir toutes ses factures. Dès qu'on a une facture en euros actuellement, en fait, on la saisit en euros, mais automatiquement, il nous la transforme en francs parce qu'on n'est pas encore passé à l'euro définitivement. Ça vous rassure ? Oui, bien sûr. Dans sa démarche, Maryse se fait aider par la comptable d'un centre de gestion. Au niveau des agriculteurs, on n'a pas beaucoup de questions sur l'euro, de comment ça va se passer au niveau de leur comptabilité. Je ne pense pas qu'ils ont encore intégré qu'en 2002, il y aura le passage en euros. Que l'on soit bien clair, pour l'instant, ce qui compte, c'est de savoir combien coûtera le kilo de lapin en euros quand il ne vaudra plus un kopek en francs. Et pour cela, Maryse revoit sa copie. Un lapin en kilo vif, si on le prend à 11 francs du kilo, ça fait 1,68 € le kilo. De toute façon, au rythme de 1200 naissances toutes les 6 semaines, Maryse devrait s'y faire assez rapidement. Et pourtant... Bon, c'est un peu stressant et angoissant, mais je pense que quand on y sera vraiment l'année prochaine, eh bien, ça devrait bien se passer. Pour cette éleveuse, l'essentiel, c'est bien de se préparer à l'euro, tout en douceur. Dans le bassin minier du Nord, les habitants de maisons qui ont subi de très fortes dégradations ont reçu aujourd'hui le soutien de quelques 150 élus locaux qui appellent à la solidarité alors que de nombreuses familles sinistrées se battent depuis des mois pour obtenir une meilleure indemnisation. Virginie Turmotichi. Ils étaient 350 cet après-midi pour faire à nouveau pression sur l'État. Devant la mairie de Moyeuvre-Grande, les sinistrés des dégâts miniers et 150 élus locaux, ils sont venus interpeller le gouvernement et se poser en force de proposition. C'est de permettre aux élus du bassin lorrain, et du bassin minier en particulier, d'être associés de très près aux modalités d'utilisation de l'enveloppe après-mine, qui va vite s'avérer insuffisante parce qu'il y a beaucoup de dégâts, il y a 160 sites qui sont concernés et il faudra de toute façon encore de l'argent pour réparer avant même de penser au développement. Depuis 82 jours, le combat des sinistrés s'est considérablement durci. Ce qu'ils demandent, c'est une meilleure indemnisation que celle proposée par l'État et ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Je crois qu'il faut voir dans les semaines qui viennent maintenant. En ce qui concerne les sinistrés, moi, je peux dire qu'une chose, c'est qu'on va continuer à se battre jusqu'au bout. En espérant être relayés et appuyés dans nos combats par tous ces gens-là. Pour comprendre le conflit, il faut remonter à novembre 98. On repère alors les premières fissures dans les fondations des maisons de la cité Curel. Depuis la fermeture des mines, l'eau s'engouffre dans les galeries, affaiblit le sol et fragilise les habitations. Début 99, c'est l'évacuation d'une 60aine de familles. Aujourd'hui encore, 18 foyers sont menacés d'expropriation. Dans l'attente d'un relogement décent, les sinistrés misent tout sur la prochaine rencontre de leurs élus avec Lionel Jospin. En Loire-Atlantique, c'est un véritable massacre d'oiseaux appartenant à des espèces protégées qui a été découvert. On pense évidemment aux chasseurs qui, depuis près de 100 jours, bravent différentes interdictions alors que les incidents avec les écologistes se multiplient. Olivier Sioux et Gabriel Camilla. Des dizaines de cartouches au pied du cadavre d'un ibis. Des oiseaux comme celui-ci, Philippe Aoustin en a trouvé une centaine mardi, tous d'espèces protégées, manifestement massacrés par un véritable commando. On ne pouvait pas être qu'une personne, il y a plusieurs sortes de cartouches et puis ils étaient un certain nombre, on a trouvé 10 postes de tir différents.
Les gendarmes ont provisoirement regroupé les cadavres dans des conteneurs et prélevé les douilles, qui évoquent bien sûr la piste des chasseurs. Un coup de sang d'un groupuscule de chasseurs, peut-être, mais j'ai du mal quand même à le comprendre, hein, parce que ces gens-là devaient savoir qu'en faisant ça, tout ce que nous avions fait pour défendre la chasse pouvait être mis en cause. Dire que le climat en Brière est pesant est un doux euphémisme. Depuis un an, entre l'incendie de la maison du parc et les menaces de mort contre un élu tagué sur une mairie, les incidents se multiplient et pas seulement avec les écologistes. C'est aussi l'État français, les lois européennes qui sont également visées. Il est clair qu'on tue des espèces protégées. D'ailleurs, c'était annoncé aussi en Brière. Si on ne veut pas être embêté par nos dates de chasse, il faut flinguer des espèces protégées. De fait, la rumeur d'une action de ce genre courait depuis plusieurs jours. Une situation qui place les élus en porte-à-faux. Ils commencent tout de même à trouver l'addition salée. Je trouve que ça fait beaucoup et qu'aujourd'hui il faut dire stop, on arrête tout, sinon ça va devenir infernal et on va être obligé de vivre avec un policier derrière chaque citoyen de la commune si ça continue. Le problème, c'est qu'ici tout le monde ou presque chasse et se tait. Autant dire que l'enquête s'annonce, comme on dit dans ces cas-là, longue et difficile. C'est une catastrophe écologique quasiment inconnue. Pourtant, c'est l'une des plus importantes liées à l'invasion de micro-organismes. Dans tout l'hémisphère nord, un minuscule champignon est en train de détruire une grande partie des ormes, ces arbres autrefois très nombreux. La vigilance est de mise. Agnès Monteux et Nadine Picard. Un geste trop répétitif pour les forestiers du bois de Vincennes, cet orme est condamné. Comme 90% des ormes en France, il sera abattu et brûlé. Ces arbres se dessèchent peu à peu, étouffés par un champignon transporté sous les pattes de ce petit insecte. L'insecte dépose les spores du champignon dans les vaisseaux du bois. Ces spores se développent en un champignon qui bouche les vaisseaux du bois. Donc la sève ne peut plus circuler, l'arbre est inévitablement condamné. Le champignon est arrivé d'Asie en 1910. Il a été transporté aux États-Unis en 1945. Là, de nouvelles souches plus dangereuses sont apparues. Elles sont revenues en Europe via la Grande-Bretagne dans les années 60. Une invasion quasi mondiale, sauf dans ce petit périmètre du bois de Vincennes. Ici, tous les ormes sont sains. En inoculant le champignon à de nombreux ormes différents, ce scientifique a en fait sélectionné les très rares spécimens résistants. Ceux qui ont survécu pourront ensuite être multipliés. Ils sont résistants parce que dès qu'on introduit le champignon dedans, ils développent de nouveaux tissus. Très peu de temps après l'introduction du champignon, qui encercle le champignon, ne lui permet plus de se développer. Les ormes semblent donc aujourd'hui sauvés. Mais les chênes sont à leur tour menacés par un autre champignon. Son origine, les États-Unis. Au Havre, comme dans tous les grands ports commerciaux, l'alerte est donnée. Les contrôles sont stricts. Ici, par exemple, il n'y a pas de certitude sur le traitement des chênes après leur coupe. 99, 38. On va demander aux Américains de bien vouloir nous produire un nouveau certificat où ils vont préciser toutes les informations que nous exigeons. S'ils ne sont pas en mesure de nous les fournir, on refoulera la marchandise dans son pays d'origine. En plus des contrôles de papier, chaque lot de chêne sera analysé. L'exemple de l'orme aura servi de leçon. L'an dernier, 1100 cargaisons ont été interceptées sur plus de 600 millions de tonnes de végétaux importés. Le traditionnel pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, au total près de 150 000 personnes accomplissent chaque année ce parcours qui n'est pas toujours spirituel. L'occasion pour Dorothée Cochard et Sylvain Daubat de nous faire participer à cette marche propice à différentes rencontres. Compostelle. Sa cathédrale, la quête de centaines de milliers de chrétiens venus honorer le patron d'Espagne, Saint Jacques, premier apôtre martyr, celui-là qui combattit l'infidèle, symbole d'une foi rayonnante. Et n'en déplaise aux amoureux d'architecture, Saint Jacques de Compostelle, c'est d'abord un pèlerinage. Il chemine depuis le petit matin. On est loin de la chaleur aride du sud. La Galice est à l'Espagne ce que la Bretagne est à la France. C'est déjà plus frais ici, on est où déjà? Là, c'est le compte à rebours. Levés à 6 h du matin, il faut éviter de partir trop tard si l'on ne veut pas dormir dehors. S'il y a un lit, ce sera très bien. Sinon, on a fait l'expérience de cette nuit, on était au sol. On a bien dormi. Donc, les groupes se forment et se déforment. Mais pour apprécier la route de Compostelle, il ne suffit pas de marcher. L'essentiel est ailleurs. De toute façon, marcher, c'est savoir se dépouiller de ce qui est inutile. Autrement, les sacs sont trop lourds. Et dans la société
de consommation et de futilité dans lequel nous sommes, c'est bon de passer par ce genre d'expérience de temps à autre. Josette et Martine ne se connaissaient pas ce matin. La première est une croyante fervente, la seconde une athée résolue. Et devant ce Christ à la main tendue, Martine observe et Josette s'émeut. Le chemin de Saint-Jacques, c'est ça, c'est un chemin de rencontre. De toute façon, les rencontres, c'est pas forcément rencontrer quelqu'un qui soit un alter ego. Rencontrer quelqu'un de différent, c'est intéressant. La vie du pèlerin doit s'organiser. D'abord un petit tampon à chaque station pour prouver que l'on a vraiment cheminé. Ensuite un vêtement de pluie pour respecter l'adage. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Et enfin la coquille, la fameuse coquille. C'est pour dire que je vais à Saint-Jacques, mais bon, je pense que je l'ai mise un peu tôt parce que pour moi je l'ai encore pas mérité ma coquille. Il faut encore une 50aine de kilomètres, 3 jours de marche. D'ici là, elles seront sans doute séparées. Ça dépendra du repos qu'elles s'accorderont et de l'état de leurs jambes ou de la volonté de Dieu. Le succès des arts de la rue suscite la création chaque année de nouvelles parades. L'exemple à Morlaix de ce spectacle aux accents africains revisité par une troupe de comédiens, Sarah Carpentier et Alain Locaccio. Petite leçon de rythmique africaine en pleine campagne bretonne. Voilà 10 jours que la troupe a élu domicile dans ce grand hangar. Objectif, perfectionner une parade de rue inspirée par un voyage sur le continent africain. Les 40 comédiens répètent, l'atelier soudure s'active sur une étrange bestiole métallique, un scorpion d'à peine une demi-tonne, dernier né de l'imagination du plasticien. C'est un petit peu ce qu'on a vu en Afrique, c'est-à-dire les trottoirs sont remplis de tout cet artisanat et tout à coup on imaginait que ces trucs-là grandissaient et prenaient la rue et ça devenait un spectacle. Mais avant de prendre la rue, le lourd bestiaire métallique devra prendre la route. Plus que quelques heures avant la première démonstration, après plus d'1 an de préparation, le rythme s'accélère. Là on fait les bâtons, après ça on a les petites crécelles, les tambours, les animaux à gérer, le spectacle qui arrive, la pression qui monte. Les gens sont un peu fatigués, un peu énervés, mais tout se passe bien. Ici, les artistes sont aussi maquilleurs, un peu d'argile, beaucoup de couleurs, et les comédiens s'effacent sous d'étranges masques africains. Une transformation qui nécessite quelques petits sacrifices. De laisser traîner tes cheveux dans ton assiette, enfin, tu as des petits cis partout, après, il y en a plein le canapé déjà. Méconnaissable, la tribu Opposito envahit enfin les rues de la petite cité bretonne. Curieuse horde sauvage aux allures hostiles, le public est un peu surpris, mais admiratif. Il sera très vite conquis par cette ménagerie de carton-pâte. Ce soir, les trottoirs de Morlaix sont un peu ceux de Johannesburg. Opposito poursuit sa route. Cette étrange caravane africaine ira de ville en ville, apporter son cortège d'images venues d'ailleurs. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les 2 principales informations. En Corse, l'exécution de François Santoni, figure historique du mouvement nationaliste, bouscule le processus de Matignon. Très nombreuses réactions politiques après l'assassinat à la fin d'une noce de François Santoni qui est tombé sous les balles de tueurs qui n'y ont laissé aucune chance. Nouveau développement dans l'enquête sur le meurtre de Karine. Le principal suspect a été mis en examen pour viol, suivi, précédé ou accompagné de meurtre. Quant à sa compagne, elle a admis cette fois-ci être revenue sur les lieux où a été retrouvé le corps. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Yves Cara. À 20h50, votre série policière PJ. À 1h10, le dernier journal présenté par Alexandre Cara. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.